Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Le Comité camerounais de biosciences est l'une des plus importantes sociétés scientifiques du Cameroun. L'une de ses principales missions consiste à offrir un cadre de concertation et d'échange aux scientifiques, ce qui leur permet chaque année de faire le point sur les avancées de cette discipline dans le pays. Pour en parler, le professeur Nicolas Niemenak, président du Comité camerounais de biosciences. Pouvez-vous nous présenter le Comité camerounais de biosciences? Le Comité camerounais de biosciences est une société savante qui a été créée en 1992 par nos aînés, dont le premier président était le feu Marc Bopelé. Et le Comité camerounais de biosciences organise chaque année une conférence dont le thème fait partie de l'actualité scientifique. Et pendant cette conférence-là, il y a des échanges scientifiques entre les chercheurs des différents horizons camerounais. Qu'est-ce que la bioscience? La bioscience, c'est la science qui étudie tous les aspects liés à la biologie, c'est-à-dire aussi bien de la flore, de la faune que des microbes. Quelles sont vos principales missions au sein du Comité camerounais de biosciences? Notre mission première, c'est rassembler les enseignants-chercheurs de la communauté scientifique camerounaise pour qu'ils échangent par rapport à leurs avancées scientifiques. Quel est l'impact des biosciences sur le développement d'une société comme celle du Cameroun? Si nous prenons les aspects valorisation des plantes médicinales, dans les universités camerounaises, nous avons un bon pool de chercheurs qui valorisent les plantes médicinales, qui naturellement sont parfois utilisées par les praticiens, mais les enseignants-chercheurs vont analyser, retrouver, c'est-à-dire mettre en évidence les principes actifs de ces composés, évaluer la toxicité de ces composés. Ça, c'est vu sur le plan médicinal. Maintenant, si nous voyons sur le plan amélioration des plantes en termes de productivité, nous avons plusieurs équipes qui travaillent aussi bien, par exemple, sur les plantes annuelles que sur les plantes de rente, en termes d'amélioration de la productivité, en termes de résistance aux maladies, en termes de résistance au stress biotique et abiotique. Dans la plupart des universités camerounaises, nous avons des spécialistes en biochimie qui étudient, par exemple, les interactions entre les composés biochimiques de la plante et son développement, et par exemple l'intérêt de ces composés biochimiques-là sur l'amélioration, par exemple, de la qualité des aliments, sur l'amélioration, par exemple, de la productivité des espèces. Selon le thème choisi cette année, vous mettez l'accent sur le lien entre la bioscience, les OGM et la biorévolution. À quoi renvoie exactement la biorévolution et quel est le lien entre ces trois éléments? Aujourd'hui, en termes d'amélioration des espèces, aussi bien animales que végétales, on a utilisé le comportement de ces espèces dans la nature. De façon naturelle, il y a des espèces qui échangent du matériel génétique, c'est-à-dire une séquence de leur ADN. Et parfois, cet échange peut être bénéfique pour l'individu qui reçoit ce fragment de gène. Donc, partant de ces observations, la communauté scientifique internationale et également nationale essaie d'exploiter ces propriétés des espèces pour améliorer, par exemple, la productivité, la résistance. Si on identifie un gène spécifique, n'est-ce pas, chez une espèce, ce gène-là peut être bénéfique en termes, par exemple, de qualité d'un aliment, en termes, par exemple, de résistance à un pathogène. Dites-nous, quel est le taux de pénétration aujourd'hui des OGM au Cameroun? Le ministère de la Recherche vous dira qu'il n'y a pas d'espèce cultivée d'OGM en dehors du cadre de la SODE Coton qui est en train d'expérimenter les cotons BT. Mais lorsque vous prenez les boîtes de conserve que nous avons et que vous prenez la peine de lire, la plupart de ces aliments que nous trouvons dans les boîtes de conserve sont issus des plantes transgéniques. Quand nous prenons le maïs, le haricot, bon nombre de ces espèces-là sont issues de la transgénèse. Le taux de consommation des OGM en Afrique est en train de surpasser celui de l'Europe du Nord, par exemple. Au départ, il y a 20-30 ans, la consommation était confinée aux États-Unis et en Europe. L'Afrique noire est en train de prendre le pas, bien que le commun des mortels ne puisse pas avoir l'information. Quel pourrait être l'apport des OGM dans l'amélioration de la production végétale et animale au Cameroun? Lorsqu'on parle des OGM, il y a le principe de précaution qu'on doit respecter d'abord. Il y a des avantages, certes. Si nous prenons, par exemple, le cas des arachides, si nous avons des arachides transgéniques dont la résistance à la sécheresse est avérée, ou bien à l'inondation est avérée, n'est-ce pas? Nous pouvons bien reproduire cette espèce, étant sûr que malgré les changements climatiques, une longue saison sèche qu'on aura, cette plante-là pourra être productrice, même avec 2 mois de saison de pluie. Mais le côté, le downside de l'histoire, comme disent les anglo-saxons, c'est que le gène que vous avez introduit à l'intérieur d'une plante
vous ne connaissez pas son interaction avec son environnement immédiat, puisque vous plantez cette plante transgénique dans un environnement qui ne lui est pas propre. Qui dit l'introduction d'une plante transgénique dit forcément la perte de la biodiversité. Quels sont les effets des OGM sur la santé des individus? Lorsque vous introduisez un gène dans une plante, cela peut entraîner la surexpression d'une protéine donnée. Et lorsque vous consommez cette plante-là, cette protéine peut avoir un impact sur le fonctionnement de vos organes. Avant de mettre des plantes transgéniques sur le marché, on a fait des tests sur les animaux et on s'assure que cela n'a aucun dit que le gène transgénique n'impacte pas le développement des animaux. Mais nous sommes des humains. Donc, la réaction de l'animal peut ne pas être celle d'un être humain. Y a-t-il un conflit entre l'éthique et le développement des OGM? Il y a un problème réel. Vous savez, les habitudes alimentaires, ce n'est pas évident de rompre avec. Vous avez l'habitude, par exemple, au village, de consommer votre melon de la façon la plus traditionnelle possible. Et 20 ans après, on vous ramène un melon transgénique parce que ce melon-là est résistant à un insecte, par exemple. La première réaction, c'est la réticence parce que ce melon ne rentre pas dans vos habitudes alimentaires. Donc, accepter déjà une plante transgénique nécessite des formations, l'intégration aussi bien des psychologues que des sociologues, que les uns et les autres puissent les intégrer. Il y a des aspects positifs des OGM. Si nous prenons par exemple des plantes qui produisent l'insuline, qui est nécessaire contre le diabète. Si vous êtes diabétique, certainement, vous n'allez pas refuser l'offre. Mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes de l'autre côté. C'est-à-dire que les questions d'éthique vont se poser.